Ensemble on avance, oh, story, story. Make I tell you a little story. I want to run for president. I get a big dream. Make we hold hands together, oh. Non à la guerre au Cameroun, non au tribalisme, oui pour la paix. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité. Cameroun uni, indivisible. Honey, honey, oh, hey. Ensemble on avance, oh, story, story. Make I tell you a little story. I want to run for president. I get a big dream. Make we hold hands together, oh. Non à la guerre au Cameroun, non au tribalisme, oui pour la paix. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Camerounais, Camerounais, vivons-nous ensemble, la main dans la main. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous de Mosaïque sur Canal 2 International. La transition politique à la régulière, eh bien, on en parle au Cameroun de plus en plus, sortant d'ailleurs le sujet des tabous, mais les tabous d'antan. Mes questions, quelles en sont les modalités au plan juridique et institutionnel? Dans le Cameroun a choisi la démocratie comme modèle de gouvernance. La démocratie au Cameroun, c'est aussi cet arsenal institutionnel qui existe. Mais le pouvoir de Yaoundé ne semble pas nouveau, provoquant d'ailleurs des aspirations on ne peut plus légitimes d'autres Camerounais. Arnaud Gueffa, bonsoir. Bonsoir Ghislain Pierre et Sono, Madame, Messieurs, bonsoir. Transition politique, convoquons ce soir le débat autour avec comme témoin le peuple camerounais souverain d'abord, jeu favorable à la démocratie. Celle camerounaise, jusqu'ici tournée vers une transition souhaitée pacifique. Le Cameroun a vécu de loin le printemps arabe et est resté Cameroun. Il vient de vivre la déchéance de Bouteflika et de El Béchir, mais reste Cameroun au nom de ses spécificités que nous voulons explorer ce soir en même temps que les modalités de la transition. Sur ce plateau, pour croiser le verbe, nous avons d'un côté l'honorable Patricia Tamaino Dame Joya, bonsoir. Bonsoir monsieur du panel et bonsoir aux téléspectateurs. Alors vous êtes élu du peuple du parti UDC. Le Cameroun vient de présenter un peu sous toutes ses formes le café à l'hôtel de ville de Yaoundé à l'occasion de ce qu'on a appelé le Festi Coffee, et on sait que votre Noun natal est un foyer de production de ce café au Cameroun. Vous êtes participant à ce Festi Coffee? Tous les Camerounais devraient l'être. Le Cameroun est le premier pays en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest dans les années 1900 à avoir reçu les plants de café qui venaient d'Asie. Et comme vous le dites si bien, dans le Noun, nous avons la chance de produire en même temps et le café Arabica et le café Robusta. C'est une manne pour le Cameroun de pouvoir produire ces deux espèces. Et donc, voilà, toutes les familles à l'ouest en général, pas seulement dans le Noun, ont des pieds de caféiers autour de la maison. C'est une culture un peu familiale, traditionnelle si vous voulez. Donc, à l'occasion de Festi Coffee, l'Association des femmes camerounaises dans le café organise des assises nationales. Nous tenons notre assemblée générale demain. Merci d'avoir honoré à notre invitation ce soir dans l'émission Mosaïque. À côté de vous, j'ai Maître Emmanuel Sim. Vous êtes vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, un des vice-présidents. Et on a vu depuis quelques jours, depuis avant-hier précisément, une lettre manuscrite qui circule attribuée à Maurice Kamto, en nous aidant justement à authentifier cette lettre. Vous pouvez nous donner un peu un résumé de l'audience de Maurice Kamto aujourd'hui et compagnie aujourd'hui devant le juge? Bien, merci beaucoup Arnaud, merci M. Essono de cette invitation à cette émission. Je l'espère qui permettra aux Camerounais, à ceux qui nous regardent, de sortir de l'émission avec quelque chose
de retenues d'important pour notre pays. C'est notre souhait. Bien, j'espère qu'on sera à la hauteur. En tout cas, on essaiera d'être à la hauteur. La lettre qui circule sur le net, effectivement, a été rédigée par le président Maurice Kamto il y a 1 ou 2 jours. Et elle est adressée à ses co-détenus qui sont à la prison centrale de Yaoundé. Comme vous le savez sûrement, les personnes arrêtées à Bafan, Bafoussam, à Banganté, à Yaoundé et à Douala ont été jetées en prison à Yaoundé, toutes à Yaoundé, et elles sont dispersées dans 2 prisons. Les leaders sont à la prison principale, dont professeur Kamto et Koka, Njamen, Fogué, Ndoki, et les autres, ils sont 8 là-bas, Valsero, Paul Kingé, à la prison principale. Et en face, il y a donc le reste des 151 Camerounais détenus. Et évidemment, le président n'a pas accès à eux. Donc, il a pensé à leur faire une lettre manuscrite pour bien montrer ce que ça veut dire. Parce que vous savez, depuis un certain temps, on fait les textos, il y a les machines, mais c'était bien qu'il fasse ces lettres manuscrites pour leur dire le soutien qui est le sien, le réconfort qui est le sien, et comprendre la souffrance de ces gens, surtout la souffrance de leurs familles qui sont privées d'époux, d'épouses, de parents, de mères et de pères, et leur dire que le combat, certes, est difficile, mais qu'ils sont des vrais martyrs. Alors, est-ce que Maurice Kamto est finalement passé devant le juge aujourd'hui? Non, l'audience aujourd'hui ne concernait pas Maurice Kamto. Son audience passait la semaine dernière à la cour d'appel du centre, à Yaoundé, statut en matière de libération immédiate, qu'on appelle en langage scientifique l'habeas corpus, et au cours de laquelle, évidemment, fatalement, naturellement, sa demande de libération a été rejetée par le juge de la cour d'appel du centre. Et il y avait aujourd'hui d'autres audiences d'habeas corpus qui concernaient plutôt d'autres militants parce qu'on a introduit les mêmes demandes pour tous les militants. Je dois le dire, que le traitement que nous réservons aux leaders parce que c'est pas le sujet du est le même. Oui, je vais sortir par là. Oui. De toute façon, je pourrais en parler même après. Voilà. Donc, oui. Maître Badel Sim, qui est naturellement Voilà. très prolixe. Donc, je terminais pour dire que le traitement que les avocats accordent à Maurice Kamto et à ses amis alliés est le même que celui accordé à tous nos militants et sympathisants qui sont à la prison centrale, Allez, que je salue ce soir. Je les aime. En valait la peine. Maître Merci. Badel Sim, bienvenue sur ce plateau. J'accueille maintenant 2 éminents enseignants des universités du Cameroun et du monde entier. Je commence par le professeur Armand Lekaïsomba. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, maître de conférences, directeur exécutif du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines à l'université de Yaoundé 1. De quoi est-ce que sont constituées vos journées en l'état actuel des choses? Nos journées, par vocation professionnelle, nous dispensons encore nos enseignements. Nous nous exerçons dans nos travaux de recherche. Nous encadrons les étudiants dans le cadre des mémoires de maîtrise, mais aussi des directions de thèse, de doctorat. Et donc c'est un travail permanent d'enseignement et de recherche. Vous continuez à exercer avec beaucoup de passion. Naturellement. J'accueille votre aîné académique, je veux dire social, le professeur Elvis Ngolengole. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous appelle monsieur le ministre parce que vous êtes effectivement un ancien membre du gouvernement, mais exceptionnellement, ce n'est pas une chose que l'on vit très régulièrement sous le ciel du renouveau. Oui. Quand on sort du gouvernement, le plus clair de vos collègues s'en vont souvent à la maison, mais vous continuez à donner cours à l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Oui, c'est ma profession. Je suis formé dans le domaine des relations internationales. J'ai été recruté à l'université de Yaoundé et je continue donc à donner des cours à l'Institut des relations internationales du Cameroun dans le domaine dans lequel j'ai été formé. Et pour moi, c'est toujours un très grand plaisir d'être avec mes étudiants. D'ailleurs, vous savez, ça devient un sacerdoce pour moi. Même quand j'étais en fonction, j'ai continué à
entretien avec des étudiants. Professeur Elvis Ngologole, le temps que vous consacrez au RDPC, votre parti de tête et de cœur, c'est 40% de votre vie, 50 ou 70? Je donne... je crois que quand je ne suis pas à l'université, je suis au secrétariat général du comité central, en ma qualité de coordinateur de l'académie de RDPC, puisque en tant que militant convaincu, je pense qu'on a un rôle pédagogique à jouer et nous pensons que c'est très important que nous qui avons ce rôle à jouer, qu'on joue ce rôle pleinement. Et pour moi, je n'ai rien à se plaindre, hein, puisque pour moi, c'est une question de conviction, même si je suis payé ou non, puisque en ce qui me concerne... Donc on ne paye pas les personnes qui travaillent au comité central? Non, je ne dis pas qu'on ne paye pas, je dis que on n'est pas là pour le bien? Oui, des rémunérations, non, on est là pour la conviction, puisque nous pensons que le parti a comme vocation de s'assurer que ses militants soient formés. Et nous pensons qu'à travers les pédagogues comme nous avons le devoir de s'assurer que nos militants soient formés pour qu'ils soient de bons militants et en même temps de bons citoyens. Est-ce que tel que vous donnez à votre parti, vous avez l'impression que votre parti vous retourne bien l'ascenseur? Est-ce que votre parti vous donne autant? Oui, je pense que notre parti, à ma connaissance, je suis à l'aise avec le parti et je pense que le parti est un parti qui est sensible à tous ses militants, à tous les citoyens qui ne sont même pas des militants. Et nous qui sommes qu'est-ce qu'on va dire, ceux qui sont nommés à un certain nombre de fonctions, je pense que nous n'avons rien à se plaindre. Nous pensons que le parti est sensible et le parti est conscient du fait qu'il y a des militants comme nous qui sont là au quotidien au service du parti. Et nous pensons que s'il y a quelque chose à nous reprocher, le parti le fera. Allez, merci infiniment à vous, professeur Elvis Ngolengole, au même titre que tous les autres invités qui ont été invités, effectivement, à prendre part à cette autre émission de Mosaïque. À nous, on va tout de suite lancer les hostilités en convoquant justement les modalités de cette transition dont on parle, en mettant surtout en exergue la place du peuple camerounais. Ce sera juste derrière cette transition. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Alors, je vais commencer par le professeur Leka Essomba. Professeur, lorsque vous scrutez l'environnement sociopolitique camerounais aujourd'hui, l'idée de la transition qui vous anime est assise sur quel schéma? C'est vrai que le choix du vocabulaire de la transition étant d'emblée orienté pour accepter que telle est la problématique, je suis tout à fait à l'aise à débattre de ça. Mais peut-être avant d'aller beaucoup plus loin, c'est quand même d'abord un contexte un peu compliqué. Compliqué parce que aujourd'hui, le Cameroun a quand même perdu pour l'instant sa distinction. Il y a une distinction camerounaise qui s'est construite depuis près de 3 décennies sur la sacralisation de la paix sociale, de la stabilité politique, et cela se traduit par un slogan institutionnel. Le Cameroun, c'est un peu la synthèse de toute l'Afrique. L'Afrique en miniature. L'Afrique en miniature, c'est une terre d'accueil où il fait bon vivre. Sauf que avec Boko Haram, avec ce qu'on appelle la crise anglophone,
je crois que le Cameroun, et notamment le discours public, a perdu, j'allais dire, un support, en tout cas idéologique, à partir duquel on pouvait encore continuer à dire ça de manière sereine. Et la direction que l'adversité politique a prise ces dernières années suscite quand même quelques inquiétudes. D'une part, on assiste quand même à une forme de militarisation de l'adversité politique à partir de la question dite anglophone, c'est-à-dire que des Camerounais ont pris des armes contre d'autres Camerounais sur la base des motifs politiques. C'est quand même quelque part inquiétant. Ça veut dire que l'adversité politique prend une direction qui n'est pas civile. Alors que dans le contexte d'une vie sociale et d'une vie politique civile, à partir du projet de la démocratisation, il était apparemment souhaitable que l'on débatte et que l'on ne combatte pas. Que l'on discute avec des arguments et que l'on ne prenne pas des armes. Alors, quand vous avez situé ce contexte... Ça, c'est d'un. Oui. De deux, on ne peut pas nier qu'il y a une autre facette de l'adversité politique qui a été mise en exergue. C'est quand même une dimension de la judiciarisation de l'adversité politique. C'est-à-dire que sur la base des motifs politiques, il y a des gens qui sont en prison. Ont-ils raison? N'ont-ils pas raison? Mais il se trouve que sur la base d'un contentieux politique, des gens se retrouvent en prison. Du coup, le débat politique est sur cette base viciée. C'est donc un contexte, si l'on veut évoquer la problématique de la transition, qui n'est pas un contexte serein. Et donc, il y a une forme, j'allais dire, d'inquiétude qui émerge, qui se traduit par des débats extrêmement virulents. Il faut rappeler que les faits qui leur sont reprochés n'ont rien à voir avec la politique jusqu'ici. Il faut rappeler avant de continuer le débat. Pour ce que vous avez dit précédemment, il faut bien situer le contexte en disant que ce qui leur sont reprochés jusqu'ici n'a rien à voir avec la politique. Je parle sous le contrôle de leur conseil. Non, pas sous mon contrôle. Pas sous mon contrôle, parce que ça c'est faux ce que vous dites. En tout cas, vous aurez l'occasion de réagir. On a, en fait, peut-être que le professeur voulait achever avant qu'on ne passe la parole au professeur. Alors, en fait, je voulais préciser avant qu'on ne continue, avant que le professeur Lekaïsama ne continue. Moi, je ne suis pas un technicien du droit et je n'ai pas dit que ce sont des prisonniers politiques pour l'instant. Je n'ai pas les arguments techniques pour le soutenir. Je suis un sociologue de profession. Mais je dis que à la suite d'un contentieux politique et de ce que ça a généré, des gens se sont retrouvés en prison et nous sommes dans une configuration pour l'instant où la matrice du débat politique aujourd'hui est polarisée autour de deux formes de figures non souhaitables d'une vie politique sereine. C'est une judiciarisation de l'adversité politique et une militarisation de l'adversité politique. Et pour moi, c'est des formes, disons de régulation politique pathologique. Ce qui veut dire que, quelles que soient les dimensions que cela peut prendre, la problématique de la transition politique se pose d'une manière qui n'est pas sereine, qui n'est pas paisible. Évidemment, nous sortons d'une élection. C'est pour ça que je disais, bon, on peut paraître... ça peut étonner qu'on fasse un débat sur la transition politique, puisque constitutionnellement, l'actuel chef d'État doit encore avoir 6 ans. Sauf accident politique, c'est-à-dire un coup d'État, mort subite, on ne pense pas la transition, on la pensera après. Mais s'il fallait revenir sur la transition... Justement, professeur Lekaïsama, je voulais donner la parole sur ce coup-là au professeur Elvis Ngolengolin. Vous avez tiqué quelque peu lorsque votre voisin de gauche avançait un certain nombre d'arguments à caractère sociologique. Pourquoi vous avez tiqué? Oui, parce que d'un côté, vous savez, il a parlé de... le problème qui est judiciarisation de la scène politique. Vous savez, pour moi, en tant que professeur de Sciences Po, je voulais vous dire sincèrement que, vous savez, quand vous regardez
l'organisation et le fonctionnement du système politique. Ce qui se passe au Cameroun n'est pas une exception. Ça, c'est déjà vu. Ce que le professeur Essomba vient de dire là, c'est que d'un côté, le problème qui se pose entre, par exemple, le parti MRC et la justice, c'est un problème judiciaire. Ça va se faire dans toute démocratie au plan judiciaire. On n'a pas, puisque nous avons, il faut, vous savez, dans une démocratie, si c'est ça l'option qu'un système politique a choisi comme forme ou modèle de gouvernement, ce qui est le cas au Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des libertés, il y a des institutions, il y a des lois, et il y a une culture, c'est-à-dire normative, une culture politique. Est-ce que, professeur, pour mettre en branle l'appareil judiciaire, oui. Est-ce qu'on ne questionne pas le contexte parce qu'on sort quand même d'une élection et ceux-là sont des acteurs politiques qui étaient en scène au premier rang. Oui. Est-ce qu'on n'a pas questionné cet environnement politique avant de mettre en branle l'appareil judiciaire contre ces gens qui étaient des acteurs politiques de premier rang à l'élection présidentielle? Non, si vous êtes un acteur politique ou non, et vous avez affaire avec le système judiciaire, vous serez traité en tant que citoyen. Le fait que vous êtes un acteur politique ne vous donne pas une immunité automatique. Donc, ce qui se passe dans ce côté-là, c'est tout à fait, pour moi, normal dans le fonctionnement de tout système politique, même dans une démocratie comme la nôtre. De l'autre côté, il a bien parlé, c'est pour cela que j'ai tiqué, parce qu'on parle de la problématique de la transition. Mais quand vous regardez le contexte camerounais, c'est quelque chose sans objet, puisqu'il vient de dire lui-même que l'élection est terminée. L'élection est terminée. Il ne faut plus en parler. Un mandat vient de démarrer et qu'on laisse ce mandat-là. Une transition politique ou une transition dans le sens politique veut dire une période entre deux temps. Le temps ancien et le temps nouveau. Professeur Elvis Ngolengole, oui. Je vous pose une question à 0 francs en tant qu'enseignant de sciences politiques à l'université. Oui. À quel moment, en termes de délai, doit-on parler d'une transition ou d'une alternance? Est-ce à la fin du mandat de celui qui occupe le fauteuil ou alors on ne doit jamais en parler? Voilà. Une transition et une alternance sont deux choses différentes, sont deux concepts différents. Une transition, c'est juste une période entre celui qui est sortant il n'y a pas de sortant et celui qui est nouveau. Il n'y a pas de sortant. À l'heure actuelle, il n'y a pas de sortant au Cameroun. À l'heure actuelle, il n'y a pas de sortant. L'élection est finie. Que pensez-vous à ceux qui estiment que sur le plan du football, les Lions indomptables du Cameroun sont le champion en titre sortant? La compétition n'a pas été ouverte. Oui, mais ça, c'est maintenant le football. Je ne connais pas beaucoup en matière de football. Je vous parle. Mais en ce qui me concerne, le moment où les Lions indomptables sont les champions en titre en matière de football, c'est-à-dire dans le cadre de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce sont des champions. Le moment où cette compétition va démarrer, il devient des sortants. Mais alors, pour le moment, non, je voulais finir en disant que... Donc, le problème de transition à l'heure actuelle est pour moi un peu... ça me met mal à l'aise, puisque c'est comme sans objet. Mais comme on parle, vous savez, nous sommes en plein mandat. Un mandat qui vient de commencer. Donc, parler d'une transition n'est pas à l'ordre du jour. Mais, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler de l'alternance? L'alternance, c'est quoi? L'alternance, c'est une opportunité ou un droit qui est donné à travers une disposition soit constitutionnelle, soit légale, qui permet à ce que il y a un changement, soit de régime ou soit de pouvoir, mais transition et alternance, c'est deux thèmes qui ne sont pas. Alors avant de passer de l'autre côté, Ghislain, je voudrais revenir au professeur Leka Essomba. C'est vrai, on a situé le contexte, vous avez commencé par là, mais je reviens maintenant à ma question. Quand on a situé ce contexte, tel que vous l'avez fait avec l'appui du professeur Elvis Ngolengole,
comment vous regardez, quand vous pensez à une alternance ou à une transition qui vous anime aujourd'hui, elle est assise sur quel schéma? Bon, d'abord, disons qu'il y a la théorie politique qui a réfléchi à ce qu'on a appelé la transitologie, et nous sommes caractérisés, en tout cas en Afrique, comme des pays qui sont en transition démocratique. Des pays qui ne sont pas démocratiques, mais qui sont en démocratisation. C'est-à-dire que de ce point de vue, il y a une réflexion qui est faite aujourd'hui par des spécialistes et qui estiment que sur ce terrain, la plupart de nos sociétés politiques sont encore en processus de construction. Je devine la problématique que vous souhaitez soulever au regard du contexte, que ce soit du Soudan, de l'Algérie. En réalité, ça pose la problématique non seulement de l'alternance, mais en même temps, considérant que nous sommes dans un contexte où on ne peut pas nier que le président Paul Biya, jusqu'à présent, fait preuve quand même d'une très longue espérance de vie politique. Ça suscite des débats, ça suscite des discussions. Et vous m'interrogez sur le schéma que je ne peux pas dessiner ici. Tout ce que je peux faire, c'est de constater qu'effectivement, au stade où nous sommes, les forces politiques en présence, ainsi que leurs, disons, relais sociaux, qui sont susceptibles de porter cette question de l'alternance, je crois, ne sont pas encore, disons, ne sont pas dans un rapport de force qui peut permettre que des situations que l'on voit ailleurs. Je ne suis pas en train de faire de la prophétie. Évidemment, les élections qui viennent de s'achever, si l'on s'appuie sur les résultats officiels, disons que le parti au pouvoir reste un parti hyper dominant, particulièrement obèse sur l'espace politique, contrôle l'essentiel des leviers, n'est-ce pas, qui peuvent rendre possible. Mais, j'insiste sur le fait que dans les processus de démocratie représentative, le peuple institutionnel, à travers ses représentants, disons, n'assume pas toujours toutes les demandes politiques urgentes qui peuvent survenir. C'est pour ça qu'il y a toujours la possibilité de l'expression, n'est-ce pas, du peuple à travers des formes qui se manifestent par des sorties. Tout à fait, notamment la sortie des institutions. Et là-dessus, je voudrais donner la parole à l'honorable Patricia Tomaino Ndamjoya, députée UDC à l'Assemblée nationale, par ailleurs porte-parole de ces députés au niveau de cette instance, la Chambre basse du Parlement camerounais. Alors, honorable, à l'écoute des précédents intervenants, vous vous dites, si on doit parler en tant qu'opposant de la démocratie comme modalité de transition ou d'alternance, il faut s'en tenir aux lois et règlements en vigueur dans un État. Pourquoi en sortir? Monsieur Essono. Oui, honorable. Le meilleur gouvernement est celui qui crée et entretient les conditions les meilleures pour les mutations sociopolitiques, l'alternance démocratique, la transition pacifique, l'épanouissement de la personnalité de chacun et la participation responsable de tous à la gestion du pays et à la création des richesses. Le meilleur gouvernement est celui qui crée les conditions permanentes garantissant les relations de coopération, tant sur le plan bilatéral avec les partenaires traditionnels et nouveaux que sur le plan multilatéral. Tel est le gouvernement que l'UDC mettra en place. Docteur Adamou Ndamjoya, président national de l'UDC, connaître l'Union démocratique du Cameroun, 1991. Et je vais prendre le temps que mes prédécesseurs ont pris pour me permettre un petit commentaire de test. Quand on dit les conditions les meilleures pour les mutations socio-politiques, c'est pour dire que nous sommes dans un monde où il y a la loi de l'impermanence. C'est-à-dire que je suis rentrée dans ce studio, je ne serai plus la même en ressortant.
mes cellules se régénèrent à tout moment. Ça veut dire que nous, les êtres humains, nous devons savoir que rien n'est permanent. C'est la loi de la relativité, c'est le b.a.-ba de tout ce que nous devons savoir en tant qu'être humain. Et cela s'applique en politique. Quand on dit l'alternance démocratique, c'est-à-dire que dans un État démocratique, dans une république, il y a les mécanismes institutionnels, il y a des mécanismes législatifs qui permettent que on puisse changer de personnes qui tiennent les destinées d'un pays, on puisse les changer de façon démocratique, que ce ne soit pas de façon dictatoriale, parce que la démocratie, c'est demos kratos, c'est-à-dire c'est le pouvoir au peuple, c'est-à-dire que c'est le peuple qui choisit, et cela c'est à travers les élections. Donc nécessairement, les élections vont trouver une place importante dans l'alternance. Et c'est pour ça que même dans notre constitution, il est prévu qu'il y ait des mécanismes d'alternance. Et quand on parle de transition pacifique, la transition doit être pacifique. Le gouvernement, le meilleur, c'est celui-là qui doit s'assurer que pendant la transition, qu'il n'y ait pas de problème, que le peuple ne s'enlise pas, qu'il n'y ait pas de guerre. Et donc, quand on parle de la participation de tous pour la création des richesses, le docteur Adamou Damjoya, lors des dernières élections présidentielles, avait un thème, c'était avec les valeurs de l'éthique, partageons les richesses, mettons les bases de partage des richesses du Cameroun sous l'éthique, parce que du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue environnemental, du point de vue social, le Cameroun appartient à tous les Camerounais, et le Cameroun appartient et le Cameroun n'est pas les Camerounais. Maintenant, et pour revenir à cette modalité de la démocratie honorable, est-ce que vous avez l'impression que il ne faut pas s'en référer, parce que si on vit dans un État, dans une république, cela signifie qu'on est codifié. Il y a les normes que tout le monde doit respecter, sinon on n'est plus dans la république. L'Union démocratique du Cameroun, je vais vraiment vous faire savoir que depuis 91, nous sommes constants dans notre vision, et de plus en plus nous avons raison, parce que l'état dans lequel notre cher Cameroun est en train de se porter nous donne de plus en plus raison. En 96, avec la tripartite, parce qu'il faut partir des repères, il était question que le mandat du président de la République soit limité à 2 mandats et que le temps de ce mandat soit 5 ans. Et ça, c'était une volonté des populations. Il y a une crise. Le Cameroun était la grande majorité du Cameroun était en crise, une crise grave que nous avons pu éviter grâce à des hommes qui aimaient ce pays, grâce à des femmes qui se sont mobilisées, qui ont mis fin aux villes mortes. C'était un point essentiel. Et c'était ça le départ de l'acceptation de la volonté commune des Camerounais d'une alternance démocratique. Parce que quand on limite dans la Constitution le mandat d'un président à 2 mandats pour 5 ans, je pense que c'est clair que, et même, il peut y avoir un changement qui se retrouvent dans le même système. On n'est pas obligé de changer de parti politique, mais quand même, il y a un changement par rapport aux élections. Ça, c'est déjà très, très important. Et maintenant, quand dans la Constitution de 96, il est prévu des mécanismes comme les mécanismes de décentralisation. Il est prévu des mécanismes comme les mécanismes de conseil constitutionnel qui ont été mis en place seulement il y a quelque temps. On se rend compte que, eh bien, on ne peut pas compter sur nos institutions, parce que dans le fond, nos institutions souffrent. Vous aviez dit tout à l'heure, et j'ai bien suivi mes prédécesseurs dire qu'on vient d'une élection présidentielle. À l'Union démocratique du Cameroun, les élections se préparent au lendemain des élections. Ça veut dire qu'à tout moment, dans un pays démocratique, à tout moment, on peut aller aux élections. On ne va pas s'installer parce que pendant 36 ans, on a été acquis, parce que justement, on sait que les élections au Cameroun, du moment où
l'organe en charge des élections n'est pas celui-là qui émane de la volonté. C'était l'une des préoccupations en 1991. Jusqu'aujourd'hui, les Camerounais pensent que pour avoir un organe crédible en charge de l'organisation des élections, il y a beaucoup à faire. Et même les mécanismes, c'est pour ça que changer la constitution dans notre pays est très important maintenant pour une alternance démocratique. Et paisible. Changer le code électoral dans ce pays maintenant, ça devient capital parce que sans élection, sans la crédibilité des élections, les Camerounais ne vont pas être mobilisés. Et c'est ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui. On aura l'impression qu'il y a une clique de personnes qui ont accaparé le Cameroun et qui sont en train de mettre le Cameroun dans le trou profond dans lequel on se trouve aujourd'hui. Elvis Ngolé n'en fait pas partie. Oui, non, je voulais... En tout cas, avant que Elvis Ngolé ne réagisse, je voudrais interroger Maître Sim. Ghislain Essono a évoqué quelques modalités relativement à l'alternance, que ce soit par les urnes ou éventuellement en cas de vacances. Il y a des tests qui prévoient. Vous direz que le Cameroun est outillé pour une alternance pacifique? Écoutez, je vais vous dire une chose rapidement pour commencer. Je vais dire que nous avons créé le MRC en 2012 avec comme slogan « Changeons d'avenir dans la paix ». Et par les urnes, vous êtes témoins que beaucoup de nos amis politiques nous ont critiqués en disant « Il est impossible d'avoir l'alternance par les urnes » au Cameroun en l'état actuel. Pour les raisons que tout le monde sait, il n'y a pas de consensus dans le processus d'adoption des textes qui réglementent, qui régissent les élections au Cameroun. Ces textes sont l'œuvre d'un parti politique, je vais dire, de son président. Et dès lors, on a pris le pari, nous quand même, au MRC, de dire, malgré les conditions difficiles, malgré les mauvaises lois, nous pensons que le seul chemin du changement, c'est celui par les unes et dans la paix. Est-ce qu'il y a une philosophie qui sous-tend, selon vous, Maître Manuel Sim, la production législative au Cameroun? Parce que l'Assemblée nationale n'est pas unicolore. Il y a l'UDC, il y a le SDF, il y a l'UPC, il y a d'autres partis politiques qui concourent effectivement à la législature, à mettre sur pied les lois. Cette Assemblée nationale est parfaitement unicolore, voyez-vous. Et il y a comme le vert... Vous avez un député de l'UDC à votre droite. Il y a un député du MRC à l'Assemblée. Mais vous savez très bien que l'UDC... J'ai vu Mme Damdjoya se battre souvent, de manière teigneuse, courageuse pour une femme. Mais qu'est-ce qu'elle a pu changer, la pauvre Mme Damdjoya? Elle n'a pu rien changer. Parce que précisément, on a en face de nous un vrai mur qui refuse d'évoluer. En fait, on a toujours comme un système monolithique, voyez-vous, en 90. Ngolé, monsieur le ministre, s'était levé. Lui et ses amis, ils ont fait une marche pour dire qu'ils ne veulent pas dans ce pays du multipartisme. Il en faisait partie? Non, il ne faisait pas partie de ça. Donc ses amis. Écoutez, si ce n'est pas lui, je vais parler dans la Il aura le temps de vous répondre. Allez-y, merci. Donc, nos amis, nos frères, qui sont en face de nous, les amis du ministre Ngolé, ont gardé dans le subconscient l'impossibilité qu'il y ait un vrai jeu démocratique. Et ça se voit tous les jours. Tous les jours, ça se voit, voyez-vous. Et donc, du coup, ceux qui nous critiquaient en disant « Mais vous allez aux élections, c'est perdu d'avance. » J'ai entendu ça 10 000 fois, que c'est infaisable, qu'on ne gagnera pas des élections. À la fin, on donne l'impression qu'ils avaient raison parce que on est allé, on a gagné, mais on a perdu. Voyez-vous? Parce que c'est ça le système du RDPC. 92, Foundi a gagné, il a perdu. 2018, Kamta a gagné, il a perdu. Donc c'est le système en fait qui est mis en place comme ça. Et du coup, ça nous interroge sérieusement sur la démocratie camerounaise. Parce que quand on n'a pas d'alternance démocratique, il faut bien qu'on soit dans une démocratie. Maintenant, la question, si on est vraiment sérieux, monsieur le ministre, laissez-moi parler, vous allez y aller. Allez-y, vous êtes répugné. Mais je vais vous le dire.
Le RDPC, c'est comme une chauve-souris, elle n'aime pas la lumière, voyez-vous. Ils n'aiment pas la lumière, ils aiment la nuit. Donc, je le disais en passant. Et quand j'ai dit, je n'ai rien dit. Allez-y, maître. Donc, allez-y. non, j'y suis. Vous savez, je dis les choses toujours comme ça, en riant, calmement. Donc, la question, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que notre pays est une démocratie? Lorsqu'on vous parle des répressions militaires contre des revendications politiques d'un côté, de la répression judiciaire contre des revendications politiques de l'autre, eh bien, on a un droit de se poser des vraies questions. Je voudrais quand même vous lancer, puisque vous questionnez la démocratie camerounaise, je voudrais quand même vous rappeler que le Cameroun s'est doté d'un conseil constitutionnel, il y a un parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, il y a d'autres institutions qui ont été mises sur pied pour concourir effectivement à ce qui est cette démocratie tant recherchée. Est-ce que sur ce prisme-là, au prisme institutionnel, vous pouvez encore continuer à dire qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun? Non, vous savez, je vais vous dire très simplement. Vous voyez, le Cameroun a mis en place effectivement des institutions pour ressembler à une démocratie. Il est comme une femme qui est habillée en garçon, mais c'est comme une femme, voyez-vous. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous voyez cette personne arriver devant vous, elle est habillée en femme, avec une belle robe et une perruque. Pourtant, c'est un homme. C'est ce que le RDPC a fait, le régime actuel. On a mis en place le conseil. On en parlera, si vous voulez, de ce conseil constitutionnel. On a mis en place Elecam. Est-ce que vous savez, messieurs, qu'hier à Yaoundé, Elecam a invité des partis politiques du Cameroun à une réunion dans un hôtel à Yaoundé, sans le MRC, voyez-vous. Lorsqu'un parti est ostracisé à ce point, lorsqu'un parti politique peut avoir 150 militants, dont son président incarcéré, et le docteur Lekil a dit, c'était sur la base des revendications purement politiques. Monsieur, je vais finir, une minute, s'il vous plaît. je vais rebondir. Parce qu'en fait, voyez-vous, on n'a pas mis Kamto en prison et ses amis pour détournement de deniers publics, ni pour vol, ni pour abus de confiance aggravé. Je vais vous dire ce que j'ai entendu dans le bureau du juge d'instruction. Il inculpait, comme tous les autres, d'avoir organisé une manifestation publique, surtout avec le caractère aggravant qu'elle était de nature à caractère politique. Voyez-vous, dans l'information judiciaire contre Kamto, c'est ce qu'on lui reproche d'avoir fait un acte politique alors qu'il est politique. Donc, moi, la question est là. Si on a compris la question, eh bien, maintenant on peut savoir si on reste dans le schéma institutionnel avec les élections ordinaires ou si les Camerounais vont se dire c'est pas possible et qu'on suive ceux qui disent qu'on va à la pause centrale. C'est une vraie question qui est posée. Monsieur, une minute. Une minute, juste une minute. Oui, je voudrais juste rassurer Maître Sim que je suis peut-être une pauvre femme, mais je garde ma dignité de députée parce que en tant que députée à l'Assemblée nationale, je sais que j'apporte une très grande contribution. Et quand je rencontre les Camerounais et qui me disent, Madame, nous savons le combat que vous menez et nous sommes derrière vous. Je dis, c'est la grande majorité. L'Assemblée nationale, excusez-moi, quels que soient les députés qui siègent en ce moment, quand je m'adresse, je ne les connais pas, mais je m'adresse au peuple camerounais qui sait très bien de quoi il est question. Merci, honorable. Je voudrais avec vous, professeur Elvis Ngolet, convoquer cet extrait de la déclaration de François Hollande au cours d'un sommet de la francophonie à Dakar au Sénégal. Quand un chef d'État reste plusieurs mandats de suite, alors même qu'à un moment, il est fixé une limite d'âge ou un nombre de mandats qui ne peut être dépassé, il ne peut pas en être décidé autrement. On ne change pas l'ordre constitutionnel par intérêt personnel. Ça vous parle cet extrait? Oui, mais vous savez, le président Hollande, il parlait, ça c'est sa parole, il est responsable de cette parole. Mais ce que je sais, c'est que nous parlons ici de la démocratie. Est-ce qu'il y a un rôle? Est-ce que vous pouvez nous relever le rôle que peut jouer la Constitution dans la transition? La Constitution, c'est un élément dans un appareil, c'est-à-dire dans un système démocratique qui permet à ce que la démocratie fonctionne bien. Parmi d'autres éléments, la Constitution est fondamentale. Et quand un changement de la Constitution se fait, ça ne se fait pas pour des raisons
personnelles, si c'est pour des raisons personnelles... C'était le cas au Cameroun, monsieur le ministre. Non, laissez-moi finir. Laissez-le parler, mais vous aurez le temps. La Constitution n'est pas faite par une personne ou pour une personne. Et quand ça se fait pour des raisons personnelles, ça crée des problèmes à la démocratie. Pour que la démocratie fonctionne, la Constitution est un élément clé d'un système démocratique. Même les systèmes non démocratiques ont des constitutions qui ne sont pas démocratiques. Mais dans une démocratie comme la nôtre, la Constitution est un élément clé. Et quand il y a un changement de la Constitution, le peuple doit être consulté, quelque part, soit directement ou indirectement, puisque les constitutions sont faites. Et il faut qu'on parle ici clairement. Oui. La Constitution, c'est quoi? C'est un mécanisme qui régule, régulateur entre le pouvoir et le peuple. Entre gouvernant et gouverné. Et le gouvernant et gouverné. Et sous les théoriciens et les politologues et les philosophes qui ont conçu cette notion de constitution, la Constitution est faite pour s'assurer que dans une république où c'est le peuple qui est maître, la Constitution permet à ce que le gouverneur, c'est-à-dire le gouvernement ou le pouvoir, soit toujours limité par rapport au peuple. Donc, en fin de compte, tout gouvernement est là au service du peuple. Donc, si maintenant on parle, et j'avais voulu répondre à ce que l'honorable Peut-être pour finir sur la question de la Constitution, oui. Est-ce que les mécanismes de modification sont de nature à garantir son efficacité? Oui, mais toutes constitutions sont susceptibles d'être... On parlait tout à l'heure, le centre, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Lorsqu'elle est, je vais dire, colorée, est-ce que les mécanismes de modification de la Constitution garantissent son efficacité dans la vie de la nation? Mais bien sûr, tant que les changements d'une Constitution soient destinés à rendre la démocratie plus viable, c'est toujours une bonne chose. Tant qu'un changement constitutionnel tend à faire de telle sorte que le peuple reste toujours le maître du jeu, c'est toujours une bonne chose. C'est mauvais quand un changement de constitution est fait pour des raisons personnelles. Et à ma connaissance, au Cameroun, les changements qui ont eu lieu pour permettre à ce que la démocratie s'installe. Mais maintenant, j'avais voulu parler de deux choses. La première chose, c'est ce que l'honorable Ndamdieu a dit tout à l'heure, en ce qui concerne l'alternance. Vous savez, l'erreur que nous faisons souvent, nous qui sommes des citoyens, soit militants de partis politiques, ou soit ceux qui veulent accéder à des postes électifs ou quoi, l'erreur que nous faisons tout souvent, c'est que nous avons des soucis, nous avons des désirs. Ce qui est tout à fait normal, puisque c'est une démocratie, il y a la liberté. Mais ce qu'on oublie, c'est que la démocratie en tant que modèle au système de gouvernement ne garantit pas l'alternance. Ça promet l'alternance, mais ça ne garantit pas. Donc, c'est à travers la Constitution qu'un mécanisme, soit constitutionnel ou légal, est mis pour permettre à ce que l'alternance se fait. Vous savez, le fait qu'il y a ce mécanisme ne garantit pas que celui qui veut accéder au pouvoir ou bien qui veut être élu réussisse. Mais ce qui est essentiel, c'est que cette promesse est toujours là, en tant que mécanisme constitutionnel et légal, mais ça ne garantit pas qu'il y aura toujours... Et c'est pour cela que vous avez, dans certains systèmes, il y a ce que le professeur venait de dire tout à l'heure, là, cette tendance des partis dominants. Le Cameroun n'est pas une exception dans cette... la gauche et la droite. Voilà. Je voulais aussi ajouter ceci. C'est que le Maître Sim a parlé, on se connaît très bien. Vous savez... Quand Maître Sim dit, et je l'apprécie, et j'apprécie aussi l'honorable Ndamdieu d'ailleurs, pour ses efforts au Parlement, il faut que je lui dise ça. Vous savez, quand Maître Sim dit, il est impossible d'avoir l'alternance par les unes. Je ne sais pas s'il parle du Cameroun ou non. Puisque d'abord, ça c'est déjà
Et quand il continue en disant que Frundi a gagné, Kamto a gagné, j'ai comme l'impression que nous voulons être... Il a ajouté qu'il a perdu. Voilà. Il a gagné et c'est il a mieux perdu. de dire, si vraiment on veut rester dans le cadre démocratique, et si on veut rester, on veut que la démocratie réussisse au Cameroun, qu'on dise vraiment, sur le plan constitutionnel, sur le plan légal, sur le plan démocratique, Frundi avait perdu, Kamto a perdu. Donc, c'est mieux... Sinon, on nie la démocratie. Puisque la démocratie, c'est quoi? C'est la liberté, mais vous êtes responsable de cette liberté. C'est les institutions, c'est les lois. Si vous niez les institutions, si vous niez les lois... Et justement, l'institution il n'y a plus de démocratie, on est ailleurs. Les résultats a Oui. dit que le vainqueur, c'est Paul Biya. Voilà. Parce que si vous ne pouvez pas avoir l'alternance à travers les urnes, vous êtes hors la démocratie, vous êtes hors jeu. Une petite précision avant que je ne pose la question au professeur Leka Issoumba. Je voudrais... Honorable Patricia Thomas et Nundam Joya. Quand monsieur le ministre, monsieur le professeur dit que l'alternance ne garantit pas la démocratie, ou alors la démocratie ne garantit pas l'alternance, moi j'ai appris à l'université en droit public que l'alternance c'est une des définitions de la démocratie. L'un des principes fondamentaux. C'est l'une des définitions de la démocratie. Et monsieur le professeur, cher ministre, il est question de l'acquisition dans les conditions saines du pouvoir, les meilleures conditions du pouvoir qui vont garantir le développement économique et l'épanouissement des populations, eh bien, ce pouvoir s'acquiert dans les conditions les meilleures. Et c'est pour ça que nous disons que tant que dans notre Cameroun, le pouvoir va s'arracher, ceux qui sont au pouvoir vont tout faire pour confisquer le pouvoir, les Camerounais ne seront pas heureux. Il n'y aura pas d'économie. Le développement économique qui est tant recherché depuis 36 ans, voyez-vous, on part des données. C'est pour ça que l'acquisition, et c'est pour ça que l'alternance, c'est pour ça qu'elle est décrite, les meilleures conditions d'acquisition du pouvoir, entre autres l'alternance, garantissent l'épanouissement et la meilleure construction d'un pays sur la base durable. Professeur Leka Issoumba, alors, à l'écoute des intervenants qui ont pris la parole avant vous, on a bien noté qu'il y a les institutions qui existent au Cameroun pour garantir la modalité de dévolution du pouvoir par la démocratie. On a cité ces institutions-là, le Conseil constitutionnel, le Sénat et autres institutions, et on a parlé également de l'ECAM. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut aller au-delà le peuple camerounais, qui est le juge, le véritable juge de ce jeu démocratique? En disant que je voudrais d'abord insister sur un détail. Bon, il y a beaucoup de pays au monde, je ne sais pas combien de pays n'ont pas de constitution, que ce soit des dictatures ou bien... la constitution n'est pas un critère. La constitution n'est pas un critère de démocratisation. La constitution indique quelle est la direction du système politique. C'est pour ça qu'en 82, il y a eu une dévolution constitutionnelle du pouvoir, alors que nous étions dans une dictature, j'allais presque dire. C'est-à-dire que le 6 novembre 82, la constitution a été respectée. Ahidjo a laissé le pouvoir à son premier ministre et nous n'étions pas dans une démocratie. Donc ce n'est pas le fait de respecter la constitution qui est une garantie de la démocratie. C'est-à-dire la démocratie est un régime politique qui peut ne pas être un régime politique constitutionnalisé. Ça, c'est une petite précision. Mais maintenant, puisque nous avons fait le vœu et que nous sommes rentrés dans un régime politique, dans une transition qui ne finit pas de démocratisation, il faut savoir que nous sommes rentrés dans une phase de ce qu'on considère comme des rapports de force politique, parce que nous sommes en période de compétition et de marché politique. Et dans cette phase, aujourd'hui, en réalité, il y a j'allais presque dire trois perspectives. Il y a ce qui est souhaitable, il y a ce qui est possible et il y a ce qui est faisable. Si on dit qu'il y a ce qui est possible, dans le régime du possible, tout est possible. Il est possible que tout de suite, un accident politique intervienne, qu'un coup d'État intervienne, que l'armée vienne. C'est en général peu souhaitable. Mais c'est possible.
Donc ça peut intervenir à tout moment, notamment dans nos sociétés politiques qui ne sont pas encore vraiment construites sur une culture démocratique suffisamment partagée par l'ensemble des acteurs. Nous sommes encore en transition. Et je sais, je crois que la plupart d'entre nous savent que, je crois que c'est Montesquieu qui rappelait que le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est-à-dire que nous sommes dans des situations où les contre-pouvoirs n'existent pas de manière aussi forte. Les expériences insurrectionnelles existent très peu dans des vieilles démocraties structurées où les contre-pouvoirs contrôlent les autres pouvoirs. Mais dans nos configurations, parfois, nous sommes héritiers des systèmes politiques où, finalement, l'exécutif concentre la plupart des pouvoirs. Par-delà les proclamations théoriques qu'on peut faire, la réalité politique, dans la régulation de l'ordre politique, nous donne des indications explicites de ce que, chez nous encore, l'ordre politique est prioritairement construit à partir d'une préférence autour de l'exécutif, en dépit de tous les efforts que le Parlement et les autres peuvent se faire, mais tout ça est encore en travail. Maintenant, il y a ce qui est souhaitable. Il est souhaitable qu'on respecte la Constitution. Il est souhaitable que les modalités acceptées par la Constitution, même si cette Constitution fait encore l'objet des débats, il est souhaitable qu'on aille vers cette direction. Mais ce qui est souvent fait n'est pas nécessairement ce qui est souhaitable. Et donc maintenant, il reste la situation de ce qui est faisable. Il se trouve effectivement que lorsqu'on écoute les hommes politiques et les politiciens débattre, on sent effectivement que, d'une part, il y a un parti dont on estime qu'il est arrogant du fait de ce qu'il domine de manière monopolistique l'espace politique. D'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de consensus sur les règles de l'organisation de la compétition et que c'est ça qui a pour conséquence les réclamations post-électorales qui n'en finissent jamais. Et que toutes les élections s'achèvent toujours au couteau, perd tout le monde compte. Du coup, ça laisse donc la voie ouverte à tout. C'est-à-dire que il est possible qu'on assiste, dans notre contexte, si les forces sociales réussissent à créer des alliances nécessaires, il est possible qu'on fasse des expériences de sortie institutionnelle. Et c'est ça qu'on appelle l'insurrection. C'est ce qu'on a vu au Soudan, c'est ce qu'on a vu ailleurs. Et justement, je vous prends au mot, professeur Leka Essomba. Maître Sip, vous avez vécu ou bien suivi à travers les médias ce qui s'est passé avec la déchéance de Bouteflika et par la suite la déchéance de El-Béchir. Maintenant, on a l'impression, parce qu'à la suite, il y a une déclaration du sous-secrétaire américain en charge de l'Afrique, Tibor Nagy, qui a dit arrogamment, après le Soudan, je m'occupe du Cameroun. On a parfois l'impression, souligné avec moi, impression à grands traits, que l'exigence de l'alternance est une arme entre les mains de ceux qui sont considérés comme prédateurs de notre pays, ceux-là qui cherchent leurs intérêts plutôt que les intérêts du peuple souverain. C'est une fausse impression ou une bonne impression? Écoutez, M. Ngefak, vous employez des mots absolument extraordinaires. Les prédateurs du Cameroun. C'est les États-Unis. J'ai fait une comparaison. J'ai dit ceux qui sont considérés comme. Qui les considère comme? Le président Biya vient de recevoir M. Tibor Nagy. Il vient de recevoir l'ambassadeur de France. Le président Biya les a reçus. Comment on peut dire qu'ils sont des prédateurs? Vous savez, et le président Biya les présente comme étant ses amis. Et donc, ce n'est pas des prédateurs. Bon, disons les amis. Voilà. Ils sont présentés ici quand il vient dire que M. Paul Biya est un homme de sagesse. C'est un grand ami du Cameroun. Quand M. Thibault vient dire le président Biya, c'est un homme de sagesse, c'est de grands amis. Donc, pour moi, les mots prédateurs, c'est les mots de ceux qui, le matin, sont très contents lorsqu'on amène des observateurs. Alors, vous, Camerounais, comment vous avez apprécié sa réaction? S'il vous plaît, laissez-moi finir, M. Ngefak. S'il vous plaît, c'est très important ce que je vais dire. C'est ce que je n'aime pas, voyez-vous. Allez-y, maître. On est dans un plateau, on est sur un plateau de débat et donc on est tenu à la fois. Vous avez vos réponses, j'ai mes questions. Allons-y. Très bien. Et donc, je finis avec mes questions. J'ai les questions, vous avez des réponses. Voilà. Et j'ai donc mes réponses. Donc, je dis ceci. C'est fatigant d'entendre toujours les mêmes
le matin danser lorsque la France félicite M. Biya d'avoir gagné, et le soir dire « mais la France n'a rien à voir chez nous si la France demande que le Cameroun, quand même, en tant qu'ami, en tant que bon ami, fasse telle ou telle chose ». Il me semble, moi, qu'entre amis, on peut se dire des choses si on est vraiment des amis. Voyez-vous? Or, le Cameroun aujourd'hui apparaît, aux yeux de tout le monde, comme une dictature médiévale. Pardonnez-moi, mais quand même, dans quel pays on a mis en prison 150 opposants le même jour? Dans l'histoire, j'essaie de fouiller, je n'ai pas vu ça, même pas en Argentine. Voyez-vous, on a vu ça nulle part. Et il se trouve donc, dans ces conditions, que ce que monsieur, que je réponde à votre question, ce que monsieur Thibault Nagui dit, c'est ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas à commenter de cela. Je suis Camerounais, je suis souverain en tant que Camerounais, mon pays est souverain, il ne faut jamais l'oublier. Mais il se trouve que c'est nos amis qui nous gouvernent qui nous posent tous les jours des questions sur le sens même de cette souveraineté. C'est eux qui bradent nos forêts aux Chinois, ce n'est pas nous. C'est eux qui bradent nos terres aux autres, ce n'est pas nous. C'est eux qui bradent nos forêts à l'étranger, ce n'est pas nous de l'opposition, voyez-vous. C'est eux qui font ces choses, c'est eux qui détournent notre argent pour le placer à l'étranger, c'est eux qui le font. Et c'est les mêmes qui se plaignent. Je veux dire ceci. Rapidement, maître, parce que s'il vous plaît, c'est très important. Oui. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'égalité. Hein, on disait le président Paul Biya est légal. Mais monsieur le ministre, monsieur Paul Biya est un président parfaitement illégitime. Pourquoi? On a sauté ce que Mme Damjoua vient de dire. On n'a pas entendu ce qu'elle a dit. C'est très important. Il y a eu dans ce pays un consensus en 91. Nos aînés dans la politique se sont assis en tripartite et on dit ceci. Désormais dans ce pays, consensuellement, on se met d'accord pour qu'il n'y ait plus que 2 mandats, pas plus. Ceux qui gouvernaient ont dit, on est d'accord, mais il faut qu'il y ait 7 ans par mandat. On s'est mis d'accord, le peuple s'est mis d'accord dessus. Et en 2008, M. Paul Biya est venu changer la constitution. Et c'était dans son seul intérêt à lui. C'est ça, monsieur le ministre. Vous disiez que la constitution est changée dans l'intérêt général. Mais dans le cas de 2008, M. Paul Biya était le seul président dont la loi nouvelle profitait par son changement, voyez-vous. Et donc, dès 2011, quand M. Biya se représente, pour moi, il n'est plus légitime. Il ne le sera même plus jamais parce qu'il n'aurait jamais dû ne pas tenir parole. Monsieur Biya a donné parole aux Camerounais en disant c'est 2 mandats. Il n'a pas tenu parole, monsieur. Et donc, dès lors, on reviendra depuis 2011... On reviendra à vous, maître Sim. Je réponds. Maître Sim, on reviendra avec vous. Et je suis sûr que dans l'élément qui va suivre, vous trouverez quelques réponses justement à ce que maître Sim vient de dire. Je voudrais qu'on poursuive le débat sur l'alternance justement. Des plus fidèles du régime Biya, justement, Grégoire Ona, il est ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il est non moins secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Occasion larron pour lui de répondre à Thibault Nagui, sous-secrétaire d'État américain justement en charge de l'Afrique, qui vient de classer le Cameroun dans ses prédictions de pays africain où l'alternance devrait être imposée par la force. Réponse de Grégoire Ona donc dans cet élément que je vous propose de regarder. C'est un entretien réalisé avec Ghislain Pierre-Isson. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Grégoire Ona, bonsoir et merci de répondre à nos questions. Vous êtes ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais aussi et surtout secrétaire général adjoint au comité central du RDPC. Il y a 7 ans dernier, comme une résurgence du débat sur l'alternance ou la transition politique au Cameroun. Quel est l'accueil que vous faites de ce débat? D'abord, il faudrait qu'on s'entende très bien. Vous parlez d'alternance au sommet de l'État. Je crois qu'en ce moment, nous sortons d'une élection présidentielle où il est clairement établi que le président Biya a gagné les élections et qu'il est en poste pour les 6 années et demie restantes. Mais cependant, il est bon de préciser qu'en parlant d'alternance, Paul Biya est celui qui me semble
bien incarné cela. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, vous étiez certainement déjà proche des milieux de la presse, si vous n'y étiez pas encore, même Yves Mourouzi qui demande à Paul Biya que voulez-vous qu'on pense de vous, je le dis de mémoire, quand vous ne serez plus là. Il lui dit, il répond sans hésiter que je sois celui qui a apporté la démocratie et le progrès. Et Paul Biya sait bien qu'en parlant de démocratie, cela implique tout de suite l'alternance. Alors, il est bien celui qui l'a incarné dès le départ. Alors, qu'est-ce qui justifie ces débats aujourd'hui? Ben, écoutez, je ne peux pas dire que ceci ou cela justifie, mais je peux dire que des choses entretiennent ce débat aujourd'hui. Vous avez d'un côté ce qui peut nous venir de l'extérieur. Je vous prends un exemple, le sous-secrétaire d'État américain qui tient des propos avant d'arriver au Cameroun et récemment encore après être parti du Cameroun, comme pour dire il est temps, mais c'est sa culture. Les Américains, je l'avais déjà dit, ils ne sont pas habitués à voir quelqu'un plus de 8 ans à la magistrature suprême. Donc c'est leur culture. D'un autre côté, à l'intérieur, vous avez le MRC qui entretient cela. Après avoir perdu des élections, ils entretiennent le fait qu'ils les ont gagnés, il faut recommencer. Donc, je ne peux pas dire que ce soit des justifications, mais il y a un climat tel que les gens croient qu'ils se sentent obligés de parler d'alternance, mais il y a aussi surtout les élections qui arrivent, parce que l'alternance peut commencer par le haut, certes, mais elle peut aussi commencer par le bas. Donc, il y en a qui veulent prendre les postes de conseillers régionaux, des postes de députés, des postes de conseillers municipaux. Donc c'est un peu normal qu'on parle de plus en plus d'alternance. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Je vous ai dit, le président Biya, lui-même, le président national de mon parti, a voulu la démocratie. Et qui dit démocratie dit absolument alternance. Maintenant, il faut savoir gouverner pour rester au pouvoir, l'alternance pouvant se décliner par le changement des hommes, l'alternance pouvant se décliner par le changement des systèmes, et on peut aussi parler d'une autre forme de cohabitation où les hommes peuvent changer dans certaines institutions et les politiques dans l'autre, où des partis politiques qui n'ont pas les mêmes idéaux peuvent se retrouver. Monsieur Grégoire Ouana, au regard de l'environnement international et de l'actualité au Soudan, mais également en Algérie, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, le problème, c'est votre champion, c'est-à-dire Paul Biya? Ben, écoutez, je ne suis pas de cet avis-là, parce que je ne répondrai jamais par l'affirmative. Notre champion ne peut pas être le problème, parce que d'abord, notre champion, il est loyal envers son pays, il est démocrate, convaincu, il est même démocrate convaincant, vous n'avez qu'à voir sa façon de gouverner. Il garantit aujourd'hui la stabilité des institutions par tout ce qu'il a fait. Il a mis en place un certain nombre d'institutions qui étaient impensables pour celui qui n'aurait pas été démocrate. Il est reconnu par les Camerounais, mais il est surtout aussi reconnu, parce qu'il ne faut pas négliger cela, au plan international, il est reconnu, il est respecté, et heureusement, très bien reconnu par la majorité des Camerounais, puisqu'ils lui ont donné encore 71% de leur suffrage. Et puis enfin, je dirais qu'il est disponible au dialogue. Donc je peux tout simplement affirmer qu'il ne peut pas être le problème, mais il est plutôt la solution pour qu'on puisse continuer. Et s'il s'est présenté comme le mendiant de la paix, c'est bien pour confirmer qu'il est la solution. Sans la paix, rien ne peut aller dans un pays.
Convenons que l'un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est bien entendu l'alternance, notamment au sommet de l'État. Est-ce que, en l'état actuel des choses, vous avez l'impression que toutes les conditions sont réunies pour que une transition se déroule au Cameroun de façon pacifique? Ben, vous parlez d'alternance, on en a beaucoup parlé, mais je vous dis, le peuple sait qu'il a la possibilité d'alterner par les hommes, d'alterner par les institutions, d'alterner par les systèmes politiques. Le peuple a décidé de reconduire jusqu'à présent le président Biya, qui s'est montré aussi volontariste, parce que cet aspect n'est pas à négliger, parce que il est bon que les hommes politiques sachent que la politique, c'est d'abord un engagement personnel, un engagement volontaire. Alors, quand vous me dites, Toubandé, si toutes les conditions sont réunies, mais toutes les conditions pour une alternance paisible sont réunies au Cameroun, mais à condition d'accepter les institutions, à condition d'accepter la compétition, à condition de pouvoir proposer aux Camerounais ce qui est bon, ou alors, pour ceux qui veulent voir Paul Biya partir, de leur proposer ce qui est mieux que ce qu'il nous donne aujourd'hui, ce qu'il a proposé hier et que nous sommes en train de mettre en place. Donc, je dis toutes les conditions d'une alternance paisible sont réunies aujourd'hui. Nous avons un conseil constitutionnel qui doit superviser, proclamer les élections, les résultats des élections. Nous avons une institution, ELECAM, qui organise les élections, qui a aujourd'hui une certaine expérience, qui a prouvé qu'elle peut faire des choses qui ne seront pas contestables demain. Nous avons des lois qui fonctionnent bien, mais nous avons aussi des partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Tout est en place pour qu'on ait la possibilité d'avoir des transitions sereines. Alors, ceux qui ont peur, en plus, il ne faut pas l'oublier, nous avons une armée républicaine et une armée professionnelle. Ça, c'est important. Parce que ce qu'il faut craindre demain, et je le dis pour le dénoncer, c'est que quelqu'un sorte du bois avec des machettes, avec des fusils, pour prendre le pouvoir par la force. Ça, c'est ce qui amènerait un certain désordre. Mais c'est pour ça que j'ai dit, nous avons des forces de l'ordre professionnelles qui vont veiller, leur rôle est de veiller à la sécurité des biens et des hommes, mais aussi de veiller à la protection des institutions républicaines telles qu'elles sont en place. Donc, nous, on n'a pas peur de parler de transition ni d'alternance, parce que nous savons que le dispositif aujourd'hui est en place pour que les choses se fassent sereinement. Mais quand les gens vont sortir du bois de façon inopinée, de façon non républicaine, cela peut entraîner le désordre. Mais les Camerounais aiment tellement leur pays que je peux vous dire que ils respecteront les lois, ils respecteront les règles et mettront en place celui qu'ils estimeront digne de poursuivre le chemin. Nul n'est éternel, tout est en place pour que le Cameroun poursuive sa voie royale, pour que le Cameroun redevienne comme il aura toujours voulu être. Si on a quelques perturbations aujourd'hui, ça fait partie de l'ordre de la vie. Voilà ce que je peux vous répondre. Grégoire Ouana, on termine bientôt cet entretien, cet échange, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aurez voulu dire, que vous n'avez pas dit, que vous pouvez dire en quelques secondes? Je ne le dirai pas en 30 secondes. Moi, je souhaite que les Camerounais continuent d'aimer leur pays, que les Camerounais se remobilisent encore davantage pour que toutes les parties du Cameroun retrouvent la paix et la sérénité. Les choses ne dépendent que des Camerounais et non pas de ceux qui nous souhaitent, comme vous l'avez repris tout à l'heure,
parce que vous l'entendez, qui nous souhaitent l'expérience du Soudan ou l'expérience d'autres pays, mais je voudrais leur demander, là où les gens qui nous poussent à faire n'importe quoi ont été, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va mieux là-bas? Je ne voudrais citer aucun pays, mais partout où on a été comploté pour mettre des chefs d'État en l'air, pour tuer des chefs d'État, pour changer les systèmes, qu'est-ce qui a changé en mieux? Ces pays aujourd'hui sont dans des pires difficultés alors que les dirigeants qu'on est venus ou assassiner ou mettre de côté, ben, je n'en dirai pas plus. Il est temps de donner la main, il est temps de resserrer les rangs, réunis autour de l'unité, Cameroun uni, indivisible. Allez, un élément de Grégoire Wona qui nous permet de relancer le débat et cette fois-là, on va donner la parole à l'honorable Patricia Tomaino Ndamjoya, leader d'ailleurs des députés UDC à l'Assemblée nationale, elle-même en étant en tant qu'élu de la nation. Alors, réaction à propos de cette déclaration, de ces dires du ministre Grégoire Wona. Je retiens, et ça fait partie d'une de vos revendications, c'est-à-dire qu'un processus électoral consensuel, mais il dit le président camerounais est disponible au dialogue. D'abord, félicitations, M. Sono, pour avoir obtenu une interview avec une question aussi pointilleuse. Vous savez, en d'autres temps, cela ne pouvait pas se faire. Je vois que les choses sont en train d'évoluer et que les gens sont forcés maintenant de pouvoir répondre. Je vais vous dire que, revenant à la question du sous-secrétaire ou du secrétaire d'État aux États-Unis, nous disons toujours à l'Union démocratique du Cameroun que la force et le respect d'un pays dépend de son organisation à l'intérieur et de ce qu'il a pu déployer pour avoir des institutions et des citoyens qui sont mobilisés pour la construction du pays. Ça veut dire que vous, M. Essono, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis. Le président Paul Biya ne peut pas aller aux États-Unis. Même comme il est notre président, c'est le leader du Cameroun, il ne peut pas aller dire aux États-Unis n'importe quoi, entre guillemets. Mais si les États-Unis, si la France, si n'importe qui se permet d'ouvrir la bouche pour parler du Cameroun, eh bien, c'est parce que le Cameroun a prouvé qu'on pouvait lui dire. Si on avait, je ne vais pas dire la bombe atomique, mais si on était une puissance, si on est la Corée du Sud, comme on l'était, on a eu les indépendances en même temps, alors on ne peut pas venir dire n'importe quoi au Cameroun. Donc, c'est à nous, c'est à nous d'en prendre conscience et de nous dire que tant que le Cameroun va continuer à donner vraiment l'occasion à n'importe qui de venir dire n'importe quoi au Cameroun, alors on ne va jamais y arriver. Et ce que je voulais vous dire, quand vous parlez des institutions qui ont été mises sur pied en citant le Conseil constitutionnel, Monsieur Essono, en 2008, cela a souvent échappé à la grande majorité des Camerounais, en même temps qu'il y a eu ce coup vraiment gravissime à la démocratie avec le fait que la limitation a été enlevée, eh bien, les membres du Conseil constitutionnel qui aux États-Unis sont inamovibles, c'est-à-dire ils sont à vie. Au Cameroun, notre ancienne constitution leur permettait d'être au-delà, d'avoir un pouvoir au-delà de celui du président de la République. Ils avaient un pouvoir de 9 ans, et bien la même constitution de 2008, en termes de mandat, de pouvoir, c'est-à-dire ils sont... En 2008, en même temps qu'on a enlevé la limitation, alors leur pouvoir est passé à 6 ans. Ça veut dire que le président de la République a la même mise sur le Conseil constitutionnel. Et là, c'est la preuve par excellence. Quel est ce pays où on ne peut pas manifester publiquement? Les manifestations publiques, l'expression démocratique par excellence, la liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion, c'est ça aussi les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux de l'homme, Déclaration universelle de 1945. Mais quel est ce pays où les politiques ne peuvent pas manifester pacifiquement? Quel est ce pays où c'est
par rapport à ce que j'apprends de monsieur le ministre Grégoire Auna, ce sont les forces de l'ordre qui doivent garantir, qui doivent sécuriser les institutions. C'est les citoyens du pays qui sont garants de leurs propres institutions. Quand on parle du peuple qui a choisi, quel peuple? Les 18 ans ne votent pas au Cameroun. Quel peuple? Le fichier électoral est géré au niveau national. C'est un fichier faussé. Quel peuple? C'est le découpage électoral aujourd'hui, le découpage administratif ne permet pas l'expression des citoyens camerounais. Combien de Camerounais sommes-nous? Si 3 millions de Camerounais sur 30, je suppose, votent un président, alors ce président a moins de 5%, alors qu'est-ce que vous avez fait pouvez un en plaidoyer penser? dans ce sens, honorable? Honorable, vous avez fait un plaidoyer dans ce sens, puisque le ministre Grégoire Auna disait encore que le président de la République est ouvert au dialogue. Mais depuis, je vous ai dit, nous sommes constants dans notre vision à l'Union démocratique du Cameroun. Nous en avons appelé, dès que la crise anglophone a éclaté en novembre 2016, le président Damjoya a écrit au président de la République en lui disant « Monsieur le président de la République, il y a des méthodes que les pères fondateurs nous ont laissées comme héritage. Il y a le consensus, il y a la méthode de concertation, il y a le dialogue. Ce sont les approches Vous avez qui sont l'accusé des de réception héritages. de ce courrier adressé au président de la République, honorable? Bien sûr que vous pouvez demander à la présidence, et ce n'était pas la seule correspondance que le président Damjoya avait envoyée à la présidence de la République. Il a souvent envoyé des correspondances, même dans le sens du développement économique. Quand il a une ouverture avec des partenaires, il l'a fait parce que c'était un patriote. Donc, par rapport à cette crise anglophone, nous avons toujours été constants. Et aujourd'hui, que ce soit les étrangers, que ce soit les Camerounais, tout le monde demande le dialogue. On n'aurait pas dû organiser quelques élections qui sont au Cameroun sans que les Camerounais, comme une grande famille, se retrouvent sur la table dans le cadre d'un dialogue, dans le cadre de concertation, dans le cadre de consensus, parce que c'est là encore les éléments positifs d'une alternance des personnes qui aiment le pays. Donc, ce peuple dont parle M. Grégoire Auna, c'est un peuple qui ont fabriqué, parce qu'en fait, les Camerounais sont 30 millions. Combien de Camerounais votent aujourd'hui? Combien de Camerounais sont capables de dire qu'ils ont, que leur vote a compté du moment où la biométrie ne compte pas dans les bureaux de vote? L'opposition, l'existence de l'opposition dans un pays, c'est encore là, quand un pays donne les conditions normales à son opposition de s'exprimer, ça s'appelle le débat contradictoire. Si on était en France, avec ce qui se passe avec les gilets jaunes, je crois que tous les Camerounais seraient en prison aujourd'hui. Monsieur Maître... Il y aurait de la place? Il n'y a pas de place aujourd'hui. Maître Emmanuel Sim, vous avez suivi le ministre Grégoire Auna, qui est par ailleurs secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, relever quelques atouts qui pourraient garantir une transition démocratique ou bien pacifique au Cameroun. Écoutez, j'aime beaucoup Grégoire Auna, c'est un homme extraordinairement sympathique. Mais sauf que lui et moi vivons dans deux pays différents. On ne vit pas dans le Cameroun dans lequel je vis. Certainement pas, voyez-vous. Parce que quand le président Paul Biya cite, quand Paul Biya dit qu'il voudrait être celui qui a laissé au Cameroun la démocratie et la prospérité, j'ai dit que la démocratie c'est raté. Parce que, on vous l'a dit, la démocratie suppose l'alternance. Et au Cameroun, Biya a mis en place des mécanismes pour qu'il n'y ait pas d'alternance. Il a dit publiquement, en disant, ne Dieu pas au pouvoir qu'il veut, mais Dieu au pouvoir qu'il peut. Conclusion, le seul programme politique de Paul Biya, c'est de demeurer au pouvoir. Son programme, ce n'est pas de savoir s'il y a le courant à Yaoundé, ce n'est pas de savoir s'il y a de l'eau à l'extrême nord, ce n'est pas de savoir s'il y a la paix dans le sud et le nord-ouest. Ça n'intéresse pas M. Biya. C'est comment il reste au pouvoir. Et dans ce mécanisme-là, il est prêt à tout, même à la violence, en mettant en prison. Depuis 2016, Maître Sim, juste pour vous aider à aller dans votre argument, il faut préciser que depuis 2016, le président Paul Biya a quand même pris un certain nombre de mesures dans le sens de la résolution de la crise anglophone. M. Paul Biya n'a rien fait du tout, rien. Écoutez, ce que M. Paul Biya fait, c'est la roublardise pure. Vous savez, je vais vous dire, il faut que vous le sachiez. J'ai été l'avocat des leaders anglophones du consortium
quand Biya les a jetés en prison, on a demandé qu'on fasse un dialogue avec ces gars qui étaient déjà en train de négocier avec les ministres de Paul Biya. Et un matin, on a dissous le consortium des anglophones. On les a mis en prison, mes amis Agbo Bala et Neba Fontaine, et les autres. D'accord? Il n'y a pas eu de dialogue. On les a mis en prison. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qu'on a mis en prison, qui négociaient, pendant qu'ils sont en prison, ça s'est radicalisé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Ayok Tabé et les autres, on les a mis en prison. J'ai encore la chance de défendre Ayok Tabé. Je demande au président Paul Biya, est-ce qu'il m'a demandé à moi un jour que mais ton client, qu'est-ce qu'il veut même, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyez-vous? Je dis, monsieur Ona et moi ne sommes pas dans le même pays. Pourquoi? Pourquoi? Et là, vous m'avez coupé vraiment, ça m'embête. Parce que autrement, je peux pas aller au bout. C'était une petite précision, maintenant allez-y. Donc, il n'a rien mis en place, il a pris des petites mesures qui n'en sont pas. Écoutez, on a créé le Common Law Bench à la Cour suprême du Cameroun. On a créé une section anglophone à l'ENAM. Ça sert à quoi? Quand un gars sort de l'ENAM, est-ce qu'il va aller travailler en Bengui, il n'ira pas là-bas parce que tous les magistrats ont fui cette zone. Donc on les forme à l'ENAM pour qu'ils aillent au nulle part. Ce n'était pas la solution. Quand on donne des matelas aux gens qui ont déjà fui leur village, ça leur sert à quoi? Est-ce qu'ils ont besoin de matelas? Nos amis anglophones, non du tout. Donc quand M. Onagrégoire dit que dans ce pays, il y a les institutions, je me demande bien s'il parle de mon Cameroun. Le Conseil constitutionnel, où des gens sont nommés pour 6 ans, avec un mandat qu'on peut renouveler éventuellement, les gens que Biya nomme tout seul et qui dansent comme des enfants qu'on les a nommés, vous pensez que c'est une institution qui est crédible? Non. Ces institutions sont fortement contestées et c'est ça le problème du Cameroun. Nous devons mettre en place des institutions qui ne sont plus contestées et qui ne donnent pas après lieu à des élections contestées. Comme pas de l'ECAM, mais l'ECAM a une expérience, disait-il. Mais quelle expérience? De la fraude. Mais l'ECAM n'a pas invité le MRC hier en réunion. Vous vous rendez compte? Donc l'ECAM a déjà acté la dissolution du MRC. On parle des partis politiques, lesquels qui sont muselés, qui ne peuvent pas manifester, qui ne peuvent pas tenir une seule réunion. Attendez, j'ai attaqué la décision du MINAT au tribunal qui interdisait les meetings du MRC les 6 avril et 13 avril. Nous étions à l'audience aujourd'hui. Nous avons exigé que M. le ministre vienne à l'audience expliquer pourquoi il interdit à un parti politique de s'exprimer. Cette affaire est renvoyée à demain pour que le ministre de l'AT vienne nous dire pourquoi. Et le juge a bien compris, à Bafoussam, comme à Yaoundé. On a demandé qu'il vienne expliquer pourquoi il interdit qu'un parti manifeste. Les partis, l'armée camerounaise, républicaine, on aurait aimé. Sauf que l'armée donne l'impression aujourd'hui qu'on a réussi à la rendre en armée présidentielle, voyez-vous. Donc, je dis, quand M. Onapal, je me demande si par le du Cameroun que le mien. Et je pense que M. Onapal lui-même sait qu'il a son Cameroun et que j'ai le Maître Sim a le sien. Oui. Vous avez dit, vous avez prononcé le mot prison 45 fois depuis le début de cette émission, Maître Emmanuel Sim. Oui, mais on a mis les gens en prison sans aucune raison. C'est pour ça que j'ai renchéri. Professeur Elvis Ngolengole, en guise de réaction, avant de donner la parole à l'expert qui est avec nous sur ce plateau ce soir, est-ce que au-delà de tout ce qui a été dit, on décrit les institutions, la philosophie de ces institutions-là, est-ce que vous avez l'impression qu'on n'a pas quand même fait un chemin, du bon chemin? C'est clair. Tous les indicateurs montrent qu'on a on fait appelle ça un chemin. Une question insidieuse. La question que se nous pose dans avoir, mais écoutez, monsieur Ngolé, vous savez, aidez-moi, vous me pardonnez, mais la question qu'il vous pose, vous répondez naturellement. Non, je vais parler d'autre chose. C'est une question insidieuse. On a fait un grand qui chemin. Appelle la réponse. Bien sûr, on est assez honnête et humble de dire qu'il faut encore continuer, puisque la démocratie, c'est une école. La démocratie, c'est un projet, c'est-à-dire sociétal. On continue toujours. Mais je voulais dire ceci, maître. Vous savez, à un moment donné, on a posé la question à l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill. Qu'est-ce qu'est la démocratie pour vous? Ça fait plus de 50, 60 ans. Il a dit ceci, que la démocratie, pour lui, c'est un système, un modèle de gouvernance qui est difficile. Mais, faute d'une alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose qui est mieux que ça. Donc, c'est le meilleur du monde, puisqu'il n'y a pas d'autre qui est mieux que ça. Même si c'est difficile. Je comprends pourquoi il a dit ça.
nous voyons à travers les déclarations de Maître Sim ici qu'il y a des démocrates. Il y a ceux qui veulent faire la démocratie, mais ils nient la démocratie. Il y a ceux qui veulent faire la démocratie, mais ils refusent de respecter les éléments fondamentaux de la démocratie. Donc, Maître Sim, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut parler de l'illégitimité d'un président, le président Biya, qui a gagné une élection présidentielle par plus de 12% de la voix. Il n'aurait même pas dû s'y présenter. Il y a eu 14%. Il n'aurait pas dû. C'est-à-dire le leader de son parti. Monsieur le ministre. Qui est légitime? Qui est illégitime? Paul Biya n'aurait même pas dû se présenter à l'élection. Vous niez la loi, vous niez tout, mais en tout cas, c'est lui qui nie les éléments de la démocratie. Et contre la démocratie. Et contre la démocratie. Et je vois que alors, le MRC est contre la démocratie. Vous voulez dire que la légitimité est aux côtés. Vous voulez dire qu'il faut faire la démocratie avec les démocrates? Avec les démocrates, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent les éléments de la démocratie. Les lois, les institutions, la culture, les libertés. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas d'accord, il faut respecter, puisque c'est pour cela que Winston Churchill avait dit c'est difficile. Puisque ce n'est pas tout le monde qui comprend que le fait que vous n'êtes pas d'accord ne veut pas dire qu'il faut tuer, il faut nier, il faut détruire. Non, la démocratie n'est pas pour une personne. La démocratie, c'est un projet sociétal. Nous sommes tous de passage. Je voulais dire, donc, en ce qui concerne la légitimité, tout le monde sait que sur le plan institutionnel, légal, sur le plan normatif, tout le monde sait, même le Thibaut Nagui dont on parlait, le sous-secrétaire d'État, sait très bien que le président Biya, la légitimité est du côté du président Biya puisqu'il a gagné, et que le président de MRC, le Maurice Kamto, n'a pas la légitimité, il est illégitime, il ne peut pas proclamer, et donc il est contre la loi, il est contre la démocratie. Professeur, je voudrais faire cette précision, on n'est pas là pour faire un débat sur est-ce que de Kamto ou Paul Biya qui est légitime, ce n'est pas là le débat aujourd'hui. Et je voudrais... Permettez relancer le professeur. Une seconde, j'avais voulu chuter. Oui, allez-y rapidement. Écoutez, l'alternance dont on parle, j'ai dit au début que l'alternance, c'est un mécanisme qui ne garantit pas qu'il y aura un changement maintenant ou demain. C'est une promesse. Ce qui fait que l'alternance soit faisable, c'est-à-dire que ce soit une fête, c'est toujours le peuple dans une république, surtout qui est démocratique, c'est toujours le peuple. Le peuple, c'est le peuple qui rend faisable l'alternance. Tant que le peuple n'a pas rendu ça faisable, même si c'est prévu, puisqu'il y a cette possibilité, ce mécanisme est toujours là, l'alternance, on attend toujours. Mais celui qui veut toujours être entrant, il refuse toujours. Il dit non, il n'y a pas d'alternance, donc il n'y a pas de démocratie. Non, nous connaissons les pays qui sont les vieux démocraties, où l'alternance, il n'y a personne qui décrète, c'est le peuple seul qui sait à quel moment il y aura l'alternance. On vous a suivi, professeur. Et M. Thibaut Nagui sait ça très bien. Vous l'avez déjà dit. Je voudrais entrer par la sortie du professeur pour donner très rapidement la parole à professeur Armand Lekaï-Somba. Vous allez renchérir tout à l'heure. C'est une question qui me brûle les lèvres. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en contexte, monsieur le sociologue, on peut se dire que l'âge des acteurs et notamment les replis identitaires, autant que la remontée des débats à caractère tribaliste, est-ce que tout cela ne doit pas être questionné à côté du concert des institutions? Bien entendu, je voulais d'abord signaler que j'ai été attentif au fait que il n'y a pas eu une très grande excitation médiatique et politique autour de la remarque du sous-secrétaire d'État américain. Sauf si les informations ne sont pas à jour. L'Algérie, je ne sais pas si on doit mettre les mouvements sociaux qui se sont opérés, et le fait que le peuple algérien se soit mis debout au compte du bilan de ce monsieur. Pour le Soudan, je ne sais pas beaucoup. Le FLN a quand même une tradition. L'armée et l'aristocratie militaire qui, pour l'essentiel, a jusque-là soutenu le système
je ne vais pas me risquer là-dedans. Pour dire que évitons très souvent, disons, de prendre au sérieux les remarques parfois l'emporte-pièce, qui ne rendent pas toujours compte ou qui ne rendent pas justice aux mouvements sociaux locaux. Je suis de ceux qui pensent que le monde nous prendra au sérieux le jour où nous-mêmes nous prendrons au sérieux. Et que nos démocraties et nos sociétés, nous allons les construire par nous-mêmes. On ne va pas, bien sûr, dans ce débat, il y a des alliances parfois utiles, mais si vraiment nous comptons sur des, je sais pas moi, des Américains, des Français, pour venir installer des alternances chez nous, je crois que ce n'est pas toujours souhaitable. Maintenant, pour revenir à ma préoccupation, puisque vous dites qu'il faut aller vers une compétition saine, il faut recréer un environnement serein, sain pour que la compétition politique s'installe, je vous pose la question de savoir que pensez-vous de l'âge des acteurs, aussi bien dans le camp de l'opposition que dans le camp du pouvoir, mais également de ces débats qui sont quelque peu résurgents, notamment la poussée tribaliste et même, pour ne pas nommer également celui-là, les replis identitaires. Effectivement, il y a deux facteurs structurants qui structurent le débat aujourd'hui. En général, je ne veux jamais m'attaquer à l'âge, même si la dimension générationnelle est aujourd'hui au cœur des réflexions sur la transition politique au Cameroun. Personne ne peut le nier. L'âge est une catégorie biologique et en général, nous réservons de convoquer la biologie pour expliquer les faits sociaux ou les faits politiques. En revanche, je sais que la longévité au pouvoir est un fait politique qui peut être questionné à cet égard. Et donc, parfois, en dépit de ce qu'on pense, je crois que rien n'est statique, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je souscris à cette loi sociale qui est permanente, rien n'est statique. Et en général, la problématique de l'ambiance politique et de l'ambiance culturelle compte très souvent dans la modification des ordres politiques et de la régulation de la société de manière générale. Et on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a une ambiance politique générale. Il y a comme une sorte de fatigue républicaine à dire et peut-être c'est projeté pour les années qui viennent. Nos institutions, nous serons appelés à les fonder, non plus à maintenir des gens au pouvoir pendant très longtemps. Je crois qu'il va falloir faire ces réflexions. Maintenant, la question, effectivement, de l'âge des acteurs politiques aujourd'hui joue un rôle important. Dans la manière dont les jeunes gens se représentent la politique, on a l'impression que, effectivement, il y a une classe de personnes qui sont dans une temporalité qui ne nous parle pas, enfin, qui ne parle pas aux jeunes générations. La plupart de leurs mots d'ordre ne sont pas toujours écoutés, ne sont pas toujours relayés avec la même efficacité. Et c'est ça qui crée tous les problèmes que nous avons quant à notre capacité à mobiliser les jeunes gens. Effectivement, quelqu'un a évoqué la structure démographique aujourd'hui. 60%, je sais que la population n'est pas le peuple. La population est une catégorie statistique et démographique. Le peuple est une catégorie politique subjectivement fondée. Et parfois, le peuple peut être minoritaire par rapport à la population. Parfois, il peut arriver que le peuple politique, celui qui élit, n'est-ce pas, ne soit pas toujours en cohérence avec les désirata de la population. Mais ne serait-ce que ce peuple politique potentiel qui peut être mobilisé, nous observons tous les grandes difficultés que la classe politique a. Bien sûr, il y a eu des efforts, n'est-ce pas, ces dernières années. On a bien vu les mouvements qui se sont observés, les mouvements d'enthousiasme qui ont été observés au cours de la dernière élection. Mais cela a posé le problème, effectivement, de la crédibilité de notre classe politique. Et là, effectivement, de ce peuple qu'on est incapable de mobiliser. Parce que le débat a très rapidement viré sur des identifiants ethno-communautaires. Et du coup, tout se passe comme si aujourd'hui, nous sommes incapables de produire des leaders nationaux, des leaders transcommunautaires. Le débat politique aujourd'hui est enfermé dans des fractures ethno-communautaires, alors qu'effectivement, lorsque vous voyez les réseaux sociaux, etc., et lorsque vous voyez un certain nombre d'hommes politiques et de figures intellectuelles s'exprimer, on ne pense plus les fractures sociales dans ce qu'elles sont, c'est-à-dire de manière transcommunautaire,
mais on les pense à partir du facteur identitaire et du facteur ethno-communautaire. Et du coup, ça a pour vocation d'empêcher toute mobilisation et de fragmenter les formes de leadership qui peuvent se faire. Et du coup, nous avons donc la conséquence, c'est que nous produisons des chefs de tribus et non pas des grands leaders qui peuvent porter la mobilisation générale. Merci. Et donc ça doit questionner effectivement nos hommes politiques à aller toujours plus loin. Ils doivent être attentifs à ce qu'ils disent, à la manière dont leur relais s'exprime, n'est-ce pas, pour que effectivement ils puissent continuer à mobiliser au-delà du facteur. Je crois que les hommes politiques qui sont en face de vous ont bien pris note de votre analyse. Et je voudrais vous inviter actuellement, puisque vous parlez de ces replis identitaires, l'unité nationale, la cohésion sociale, la cohésion nationale qui est devenue une quête aujourd'hui. Mais dans les cités cosmopolites comme Yaoundé, il y a les acteurs politiques qui questionnent cette problématique et donnent des leçons justement, pas des leçons mais des cours sur le vivre ensemble. Je vous propose de regarder cet élément, c'est un élément amateur à nous proposer dans cet extrait. Vous savez que je suis un homme politique, donc je vous encourage à vous mettre résolument derrière la personne qui fait que nous soyons en paix. La personne qui m'amène à vous dire que tous les Camerounais sont chez eux. Parce que c'est ça le vrai langage de fraternité. Je suis comme vous, je lis Internet, pas beaucoup, je lis WhatsApp et je lis des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Le tribalisme ne doit pas vivre ici au Cameroun. Si nous ne réagissons pas, ça a commencé comme ça ailleurs. Et ça a détruit le pays. N'acceptez pas que notre pays soit détruit. Nous devons continuer comme on a toujours vécu, ensemble, sans distinction. Je vous parle avec fierté parce que j'ai un bijou que j'aime dans ma vie, qui est mon trésor, qui est ma fille. Elle n'a pas épousé un Béti. Et je suis content de mon beau-fils qui n'est pas Béti et qui m'apporte beaucoup de joie. Mon chauffeur qui me conduit n'est pas Béti. Il a ma vie entre ses mains, il est babilqué. Je suis heureux parce que c'est ça le Cameroun que nos parents nous ont légué. Ici où je me trouve, habitait un monsieur qui s'appelait Atebeyebe. Donc vous entendez parler, mais qui était un baobab dans ce pays. Et nous venions ici chez lui, je mangeais ici chez lui, avec beaucoup d'autres Camerounais qui ne sont pas seulement petits. Quand nous aurons tous ensemble compris ça, on va faire un grand pas pour notre pays, pour nos enfants. Ceux qui sont là, vous avez des enfants qui sont nés ici à Yaoundé, qui vivent ici à Yaoundé. Leurs amis sont ici. Quand vous allez au village, ils ne veulent même pas partir. Parce que leur village, c'est Yaoundé. Et je leur dis que, oh oui, vous êtes chez vous à Yaoundé. N'est-ce pas? Je voudrais demander maintenant la permission au chef d'aller m'asseoir. Parce que là où vous êtes est la tradition, là où vous êtes est le fondement de notre village, là où vous êtes est la force de ce village. Je suis heureux que vous vous soyez retiré avec lui, parce que c'est vous qui devez lui donner le vrai pouvoir. Et je vous remercie. Un extrait de Philippe Bagaboua, il parlait justement aux militants ou bien aux habitants de Yaoundé qui aujourd'hui sont au cœur de ces considérations tribales. Et Maître Emmanuel Sim, vous êtes justement dans un parti qui a subi ces considérations tribales, ethno-tribales. Est-ce que cet élément vous parle? Mais écoutez, c'est des gens qui ont voulu présenter le MSC comme étant un parti ethno-tribal. Ils savent très bien pourquoi. Ils ont trouvé un adversaire politique de taille, Maurice Kamto, et une organisation qui se mettait en place. En 2018, avant les élections présidentielles, on a trouvé un argument contre le MRC, c'était de dire « Oh, c'est un parti... » D'ailleurs, ils ont créé, les intellectuels ont créé une notion parti ethno-fasciste. Vous vous rendez compte? Je suis médecin, je viens d'une camp.
Je suis membre fondateur du MRC, vice-président du MRC. Et on dit quand même que mon parti est un parti ethnique. C'est incroyable pour un parti qui a réussi à implanter des unités dans tous les arrondissements du Cameroun. Non, ça n'a pas de sens. Ce que nous disons, c'est que depuis 2012, si vous lisez notre projet de société du MRC, dès les premières lignes, je crois la 3e ligne, déjà, on parle du vivre ensemble. C'était un projet, c'est un projet, ce sera toujours le combat du MRC, le vivre ensemble. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau. Et je pense que je suis très content d'entendre M. Magamboa dire ça parce que, vous savez, il y a un jour où quelqu'un de Yaoundé avait dit ceci, on va chasser de Yaoundé les prédateurs venus d'ailleurs. C'était un type. Heureusement, Philippe Magamboa vient de nous rassurer que Yaoundé, c'est pour tout le monde. Oui, j'ai dit ceci, il avait dit, je suis content d'entendre M. Magamboa, je le félicite de dire ça, mais je pense, pour finir, que c'est à Paul Biya de dire, écoutez, les enfants, arrêtez ça. Merci. On est au regret que le Merci, président maître. rien. On va vraiment aller au pas de course. Patricia Tamayo Damboya, aujourd'hui, vraiment de manière brève, quels sont les éléments à réunir de manière urgente pour avoir J'ai pas les 30 secondes, Non, jamais la guerre. Notre diversité linguistique, ethnique, culturelle est plus que une richesse. Oui, pour la paix.